Contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'Afrique paye ses dettes. Le taux de défaut sur des projets d'infrastructures africaines, c'est-à-dire le pourcentage de projets qui ne remboursent pas, c'est 5,5%, le plus bas au monde. Moins que l'Amérique latine, 12,9%. Moins que l'Asie, moins que l'Amérique du Nord. Et pourtant, quand un pays africain emprunte pour construire une centrale électrique, il paye 2 à 3 fois plus cher qu'un pays européen. Comment cela est-ce possible? La réponse n'a rien à voir avec le risque. Elle a tout à voir avec ceux qui écrivent les règles. Bonjour et bienvenue sur Afrique au courant, le média qui raconte l'histoire de l'Afrique qui se transforme. Je suis Fongon Bertrand, fondateur de Alico, une plateforme qui aide à structurer et financer des projets d'énergie en Afrique. Et aujourd'hui, on va ouvrir les coulisses du financement. Qui finance vraiment les infrastructures énergétiques en Afrique? Qui décide des conditions et surtout où va l'argent? Et si je vous parle de financement aujourd'hui, c'est parce que sans argent, pas de centrale et sans centrale, pas d'industrialisation. Parce que le système actuel, les DFI, c'est-à-dire les institutions de financement du développement, ce sont des outils géopolitiques déguisés en aide au développement. Et aujourd'hui, on va voir comment ça fonctionne vraiment. Le premier point, c'est de comprendre qui sont les acteurs et surtout qui les contrôle. Le financement des grandes infrastructures en Afrique passe par ce qu'on appelle des DFI. Il y en a deux types, les multilatérales. En théorie, elles appartiennent à plusieurs pays. On a l'IFC par exemple, c'est-à-dire la filiale de la Banque mondiale pour le secteur privé. On a la Banque africaine de développement. On a la BEI, c'est-à-dire la Banque européenne d'investissement. Le deuxième type, ce sont des bilatérales. Elles appartiennent clairement à un seul pays. L'AFD et Proparco pour la France, la KfW et la DEG pour l'Allemagne et la B2I pour le Royaume-Uni, la DFC pour les États-Unis. Sur le papier, ces institutions sont là pour aider au développement. Dans les faits, regardons qui décide vraiment. Prenons l'IFC, la plus grosse. Le système de vote est pondéré par des contributions au capital. Les États-Unis détiennent environ 16% des droits de vote. Ça paraît peu, sauf que des décisions majeures nécessitent une super majorité de 85%. Concrètement, ça veut dire que 16%, c'est un pouvoir de veto absolu. Le Trésor américain supervise les nominations. Le processus décisionnel passe par Washington. Quand l'IFC décide de financer ou de ne pas financer un projet en Afrique, cette décision est alignée avec les intérêts stratégiques américains. L'Agence française de développement, un instrument de politique étrangère encore plus direct. Elle opère sous la tutelle des ministères des Affaires étrangères et de l'économie. Son PDG est nommé par décret du président de la République. Son conseil d'administration inclut des représentants de l'État français. En 2024, elle a rendu compte 19 fois devant le Parlement français. L'AFD n'est pas une ONG, c'est un instrument de politique étrangère française et sa zone prioritaire, c'est l'Afrique subsaharienne. La DFC américaine, anciennement appelée OPIC, c'est la plus transparente sur ce point à mon avis. Son conseil d'administration inclut directement le secrétaire d'État, l'administrateur de l'USAID, des représentants du Conseil de sécurité nationale, du département de commerce et du Trésor. C'est littéralement un outil de l'État américain. La seule exception, c'est la BAD, la Banque africaine de développement. C'est la seule institution où les pays africains détiennent la majorité des droits de vote, plus de 50%. Mais elle reste dépendante des contributions des pays non africains pour ses ressources concessionnelles. Donc, même là, l'indépendance a ses limites. Et moi, ce qui me frappe, c'est que ces institutions ne sont clairement pas neutres. Ce ne sont pas des organismes philanthropiques. Ce sont des instruments de politique étrangère et leurs décisions servent d'abord des intérêts stratégiques de leur pays d'origine. Quand par exemple l'AFD décide de financer un barrage au Cameroun plutôt qu'un autre projet au Kenya, cette décision n'est pas prise à Yaoundé ou à Nairobi. Elle est prise à Paris. Maintenant, regardons où va l'argent, parce que c'est là que ça devient vraiment intéressant. Où va l'argent? Quand une DFI finance un projet en Afrique, vous pensez que cet argent reste en Afrique? Il fait aller-retour simplement. Selon les études d'Eurodat, le réseau européen sur la dette et l'OCDE, entre 30 et 50% de chaque dollar prêté revient directement ou indirectement au pays prêteur. Cela passe par 3 canaux et c'est là qu'on rentre dans les circuits que j'appelle assez opaques. Le premier canal, ça va être des contrats de
construction. Officiellement, depuis la déclaration de Paris de 2005, 90% de l'aide est déliée, c'est-à-dire que les contrats sont censés être ouverts à la concurrence internationale. Dans les faits, 47% des contrats officiellement déliés sont quand même attribués aux entreprises du pays donateur. Et comment cela est possible? Les appels d'offres sont publiés uniquement dans la langue du donateur. Les délais de soumission sont souvent courts, favorisant ceux qui sont informés en avance. Et les spécifications techniques correspondent miraculeusement aux produits du pays prêteur. C'est ce qu'on appelle de l'aide informellement liée. Ça représente 32 à 38 milliards de dollars par an, soit 30% de l'aide bilatérale totale. Le deuxième canal, c'est des études et des consultants. Avant de financer un projet, il faut des études de faisabilité, des évaluations d'impact environnemental, des audits techniques, de la supervision. Ce sont des cabinets occidentaux payés en dollars ou en euros avec des tarifs occidentaux qui vont généralement réaliser ces audits. Autrement dit, un consultant expatrié coûte 5 à 10 fois plus cher qu'un expat local de compétences équivalentes. Et souvent, c'est une condition de prêt. Pour que le projet soit bancable, il faut qu'il soit validé par des cabinets agréés par les DFI. Ces cabinets sont presque tous basés dans les pays donateurs. Le troisième canal, c'est des équipements, les turbines, les transformateurs, des câbles, les systèmes de contrôle commande. Tout ça est importé avec des contrats de maintenance qui durent de 10 à 20 ans, parfois plus. Ce qui veut dire que même après la construction, l'agent continue de rentrer dans son pays d'origine. Chaque pièce de rechange, chaque intervention technique, chaque mise à jour payée aux fournisseurs étrangers. Alors, si on résume le circuit, l'argent part du pays prêteur. Il passe par le pays africain qui signe la dette et revient chez le prêteur sous forme de contrat, de salaire, de consultant et d'achat d'équipements. Les pays africains se retrouvent avec la dette et l'infrastructure. Ce qui est utile, mais je ne dis pas le contraire, mais les emplois qualifiés, les profits, le savoir-faire, la capacité industrielle, ils restent ailleurs. Je vais nuancer un petit peu pour être honnête avec vous sur un point. Est-ce que cet argent qui fait aller-retour a quand même un impact en Afrique? Oui, clairement. L'impact est limité, mais il est réel. Les infrastructures existent, des emplois locaux sont créés, même si ce ne sont pas les plus qualifiés. L'économie en bénéficie, ne serait-ce que partiellement. Ce que je dis, le système pourrait être beaucoup plus équitable. Mais bon, on ne vit pas dans un monde de bisounours. Dans un contexte où la malgouvernance, le lobbying, la corruption se mêlent, côté africain comme côté donateur, il serait illusoire de penser que ça va changer du jour au lendemain. La question, c'est comment maximiser ce qui reste et comment progressivement changer les règles du jeu. Je vais vous donner un exemple concret pour que ça devienne très clair. Le barrage de Nachingel au Cameroun, c'est le plus grand projet hydroélectrique financé en Afrique ces dernières années. 420 MW, l'équivalent de 30% de la production électrique du pays. Coût total 1,6 milliard d'euros. Sur le papier, c'est une success story de financement du développement. Mais dans les faits, regardons les détails. La première question, qui finance donc? L'AFD et Proparco ont apporté 150 millions d'euros. L'IFC a apporté 130 millions. La Banque africaine de développement a apporté 130. Les banques allemandes et néerlandaises ont complété le montant. Et les banques camerounaises ont apporté seulement 15% de la dette et sous garantie de la Banque mondiale. Et la deuxième question, qui possède le barrage? Voilà, c'est ça qui est intéressant à voir ici. La société de projet s'appelle NHPC, Nachingel Hydropower Company. EDF, l'entreprise française, détient 40%, l'IFC 20% et Africa 50, un fonds panafricain 15% et l'État camerounais seulement 15%. Vous voyez le problème. La France contrôle directement ou indirectement 50% de l'actionnariat d'un barrage qui produit 30% de l'électricité camerounaise. Et la troisième question à se poser, qui l'a construit ce barrage? Le génie civil, le plus gros lot, celui qui crée le plus d'emplois, a été remporté par un consortium mené par NGE Contracting, une entreprise française basée à Rueil Maison, dans les eaux de la Seine. Les équipements électromécaniques, General Electric, Renewable Energy américain et Elecnor espagnol. Le schéma est clair. La France prête l'argent via l'AFD. Cet argent finance des entreprises françaises. La dette reste au Cameroun à rembourser pendant 25 ans. Les dividendes du barrage pendant 35 ans de concession partent majoritairement en France. Et en 2021, sur ce chantier, un scandale a éclaté. 600 emplois fictifs sur le chantier. La promesse de 65% d'emplois locaux a été contestée par des syndicats camerounais. Et la vraie question, que je vais être clair sur ce point, est-ce que le barrage est utile pour le Cameroun? Oui, absolument. Le pays a besoin d'énergie. Le barrage va
améliorer la vie des millions de gens. Mais la question n'est pas est-ce que le projet est utile. Et moi, je pense que la vraie question, c'est est-ce que le Cameroun aurait pu ou pouvait négocier de meilleures conditions? Clairement, oui. Plus de participation camerounaise au capital, plus d'emplois qualifiés locaux, plus de transfert de compétences pour que le prochain barrage soit construit par des ingénieurs camerounais. Et c'est là que le système pose des questions. Parce que les conditions sont souvent présentées comme à prendre ou à laisser. Et un pays qui a besoin d'électricité n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, de négociation. C'est là qu'on revient au point de départ. Pourquoi l'Afrique paye plus cher alors qu'elle rembourse mieux? L'Afrique paye ses dettes. Les données de Moody's sur 30 ans de projets d'infrastructure le confirment. Le taux de défaut est de 5,5%, le plus bas au monde. Mais le coût du capital en Afrique, ce qu'on appelle le WACC, le coût moyen pondéré du capital, atteint 13 à 22% selon les pays. En Europe ou aux États-Unis, ce coût est de 2 à 5%. Concrètement, c'est un facteur de 3 à 5 de différence pour le même type de projet. Les biais des agences de notation. L'explication, le risque perçu n'a rien à voir avec le risque réel. Les agences de notation comme Moody's, Standard & Poor's, Fitch sont toutes basées aux États-Unis ou en Europe. Leurs méthodologies ont été conçues pour des économies développées. Quand elles évaluent un projet africain, elles appliquent des modèles qui ne correspondent pas à la réalité historique. Alors, une étude récente a comparé le taux de défaut réel des pays africains 6,6% au taux implicite des notations souveraines 31,4%, un écart de 25 points, c'est énorme. Et une étude du FMI a montré récemment qu'à notation de crédit équivalente, un pays africain paye 66% de coupons en plus qu'un pays d'une autre région pour le même niveau de risque officiel. L'exemple qui illustre au mieux ce biais, c'est celui de l'Argentine et de l'Angola. En 2017, l'Argentine, un pays qui a fait défaut 9 fois dans son histoire, 9 fois a émis une obligation de 100 ans à 7% de coupon. Les investisseurs se sont précipités. Au même moment, l'Angola, qui n'a jamais fait défaut depuis 2002, payait 9% pour une obligation de 30 ans seulement. Et l'Argentine a fait défaut en 2020, 3 ans seulement après cette émission à 100 ans. L'Angola continue de payer sans jamais faire défaut. Et ce qui me frappe dans cet exemple, c'est l'irrationalité du système. Ce n'est pas une question de données, c'est une question de perception. La taxe invisible, ce surcoût systématique, c'est ce que j'appelle la prime africaine. Une taxe invisible sur le développement du continent. Le PNUD estime que les pays africains pourraient économiser jusqu'à 74,5 milliards de dollars si les notations de crédit reposaient sur des évaluations moins subjectives. 74 milliards, c'est plus que tout ce que les DFI occidentales prêtent à l'Afrique chaque année. Et cette taxe, elle profite à ceux qui contrôlent le système de notation et qui par ailleurs contrôlent aussi les DFI. On ne va pas terminer sur un constat négatif parce qu'il y a des pays qui ont trouvé une autre voie ou ont utilisé le système intelligemment. Le premier exemple que je vais prendre ici, ça va être le GERD, c'est-à-dire le Grand Barrage de la Renaissance éthiopienne. C'est le plus grand barrage d'Afrique, 5150 MW, inauguré le 9 septembre 2025. Coût total 5 milliards de dollars. L'Égypte, en aval du Nil, a bloqué systématiquement tout financement international. La Banque mondiale n'a pas pu intervenir, le FMI non plus. Les DFI occidentaux sont restés à l'écart pour ne pas froisser l'Égypte, un allié stratégique. Alors, ce que l'Éthiopie a fait, elle a financé 91% du projet elle-même. Obligations d'État vendues aux citoyens, prélèvement de 3 à 4% sur les salaires des fonctionnaires pendant plus d'une décennie. Contribution volontaire de la diaspora, mobilisation patriotique massive. Et le résultat dans tout ça, aucune conditionnalité externe. Indépendance totale dans les négociations avec l'Égypte et 96% de main-d'œuvre éthiopienne sur le chantier. Plus de 25 000 travailleurs au pic. Le constructeur Webull a formé des milliers d'ingénieurs éthiopiens et le prochain grand barrage sera peut-être construit sans aide extérieure du tout. C'est difficile, ça a pris 14 ans, ça a pesé sur les ménages éthiopiens, mais le barrage appartient à l'Éthiopie. Les revenus d'exportation d'électricité estimés à 1 milliard de dollars par an resteront en Éthiopie. Le deuxième exemple, c'est le Botswana avec The Bees, un cas que je trouve fascinant. En 1969, le Botswana, un des pays les plus pauvres du monde à l'époque, a signé un accord avec The Bees pour exploiter ses diamants. Le Botswana ne détenait que 15% de Debswana, la joint venture, partage des bénéfices 50-50.
Mais le gouvernement botswanais avait fait une chose intelligente. Ils avaient inclus des clauses de renégociation automatique dans le contrat initial. Et à chaque découverte de nouveaux gisements, à chaque renouvellement de licence, le Botswana a renégocié, pas en position de faiblesse, en position de partenaire, avec des conseillers juridiques et financiers de haut niveau payés par l'État. Aujourd'hui, l'État capte 81% des profits et à partir de 2033, il recevra 50% de la production brute via Oka Vango Diamond Company, une entreprise 100% étatique. Et en 2001, le Botswana a acquis 15% du capital de De Beers elle-même, pas juste la filiale locale, 2 sièges au conseil d'administration. Le résultat, c'est le PIB par habitant est passé de $70 en 1966 à plus de $15 000 aujourd'hui. C'est un des rares pays africains à revenus intermédiaires supérieurs. Et je suis convaincu que c'est la leçon centrale. Le Botswana n'a pas rejeté le système, il l'a utilisé avec patience sur 50 ans. La troisième piste que je vais évoquer ici, c'est de construire nos propres institutions. Afreximbank, la banque africaine d'import-export, dépasse maintenant 42 milliards de dollars d'actifs. C'est une institution contrôlée par des Africains qui financent le commerce et des infrastructures sans les conditionnalités des DFI occidentales. Le PAS, le système africain de paiement, permet maintenant des transactions entre pays africains en quelques secondes, sans passer par le dollar. Économie estimée 5 milliards de dollars par an. Et l'Union africaine a lancé la FCRA, une agence africaine de notation crédit, pour contourner le biais des agences occidentales. Sa première notation souveraine est attendue début 2026. Ce n'est pas de l'utopie, ce sont des institutions qui existent, qui fonctionnent et qui changent progressivement les règles du jeu. C'est pourquoi j'ai créé Alico, pour structurer des projets qui échappent au circuit fermé. Vous savez, le financement, c'est le verrou qui bloque tout le reste. Des projets décentralisés avec plus de 70% d'acheteurs d'électricité privée, pas dépendants d'utility d'État fragiles. Des projets qui répondent aux besoins locaux. Énergie pour l'industrie, pour l'agriculture, pour des communautés. Et à terme, des projets qui peuvent être financés directement par la diaspora, par des investisseurs africains, par des mécanismes de tokenisation qui permettent à n'importe qui d'investir 50-100 $ dans une centrale solaire. Parce que la vraie question, c'est comment permettre aux Africains de financer eux-mêmes leur propre développement. Voilà, vous êtes maintenant au courant. Le problème du financement africain, ce n'est pas que l'Afrique est risquée. Les données prouvent le contraire. L'Afrique paye ses dettes mieux que n'importe quel autre continent. Le problème, c'est que le système a été conçu par ceux qui en bénéficient. Les DFI sont des outils de politique étrangère et l'argent prêté revient chez le prêteur. Et la perception du risque entretenue par des agences de notation occidentales sert à justifier des taux d'intérêt enrichissant les créanciers. Ce qui me rend optimiste, c'est que les alternatives existent. L'Éthiopie a prouvé qu'on peut financer un méga projet sans les DFI. Le Botswana a prouvé qu'on peut négocier intelligemment sur 50 ans et les nouvelles institutions africaines, Afreximbank, le PAS, la FCRA, commencent à réécrire les règles. La question n'est pas de rejeter les DFI, c'est de les utiliser sans perdre sa souveraineté. Et ça, c'est une compétence que chaque pays africain doit développer projet par projet, contrat par contrat. Si vous voulez suivre la transformation de l'Afrique, abonnez-vous, on a encore beaucoup d'histoires à raconter. Et si vous êtes dans le secteur de l'énergie, développeur, investisseur ou partenaire, découvrez Alico Digital Space, la première plateforme africaine de préqualification de projets d'énergie. Notre mission, produire l'énergie pour le prochain milliard d'Africains. Et notre objectif, structurer 2 gigawatts d'ici 2030. Le lien est en description et à bientôt pour une nouvelle histoire de l'Afrique qui se transforme.